Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Fallait-il maintenir les épreuves de spécialité du bac au mois de mars? Alors que le gouvernement l'a acté, les syndicats ne sont toujours pas convaincus par cette option. On en parle tout de suite avec nos invités. Relever des défis écologiques pour sauver la planète, c'est le challenge proposé par Ma Petite Planète. Son fondateur sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque lundi, on retrouvera Loïc Landreau. Aujourd'hui, il nous parlera du stylo. Oui, le stylo, mais à travers les âges. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Cher Loïc, comment ça va? Ça va très très bien, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Il nous a fait un bonjour à tous parfait. Il était très très bien d'ailleurs, jeudi et vendredi avec vous. Et je suis bien contente de vous retrouver à cette place-là, même si j'ai récupéré la mienne. Oui, mais au moins on est ensemble. C'est parfait. C'est magnifique. Allez, l'actualité maintenant, Loïc. Oui. Une semaine qui s'annonce agitée par le gouvernement, pas du tout par le gouvernement, pour le gouvernement qui a présenté aujourd'hui son projet de loi de finances pour 2023. Réforme des retraites, énergie, impôt sur le revenu, taxes sur les super-profits, beaucoup de dossiers brûlants pour l'exécutif ont été présentés au Conseil des ministres ce matin. Quelques chiffres spécifiquement pour l'éducation nationale. Le budget global atteint 60,2 milliards d'euros, soit une hausse de 6,5% par rapport à l'année dernière. L'enveloppe consacrée aux augmentations de salaire des enseignants atteint 935 millions d'euros pour que chaque professeur constate réellement une hausse de 10% en moyenne de sa rémunération dès la rentrée 2023. À savoir que des concertations autour des rémunérations doivent s'engager à partir de début octobre, là tout bientôt, avec les partenaires sociaux. Et pendant ce temps, des parents d'élèves attaquent l'État en justice. Ils lancent le hashtag « On veut des profs ». Ils demandent près de 200 000 euros d'indemnisation à l'État pour non-remplacement des professeurs. Tout commence en juin dernier, lorsque près de 200 parents d'élèves en colère se réunissent en collectif pour dénoncer les absences répétées des enseignants et leur non-remplacement plusieurs jours, voire plusieurs semaines de suite. À ce jour, 127 demandes d'indemnisation ont été déposées auprès des différents rectorats et 1500 dossiers sont en cours de traitement. Et selon l'un des avocats du collectif, l'État devrait être condamné pour manquement au service public. L'horreur est inacceptable à Toulouse où une CPE a été rouée de coups jeudi dernier. La victime a porté plainte contre X ce vendredi. L'agression a eu lieu au collège Stendhal dans la périphérie de Toulouse, c'est en zone REP+. La CPE avait tenté de s'imposer entre deux élèves. Elle a été bousculée, elle est tombée au sol avant de se faire frapper à coups de pied et à coups de poing par plusieurs collégiens. C'est un enseignant et un autre élève qui ont réussi à stopper les agresseurs. Plusieurs professeurs dans la foulée ont exercé leur droit de retrait. On termine avec un bel élan de solidarité vers les familles sans abri. Ça se passe dans le 7e arrondissement de Lyon. Des parents d'élèves ont créé l'association Solidru qui aide les familles d'enfants SDF scolarisés au sein de l'école élémentaire Gilbert Dru pour ne pas laisser ces familles dormir dehors en attente de place en foyer. L'association qui est composée de parents, d'enseignants, d'habitants du quartier se mobilise notamment pour leur financer des nuits d'hôtel. Ils organisent aussi régulièrement des goûters solidaires au sein de l'école. Il y a une cagnotte en ligne qui est ouverte perpétuellement et où on peut faire des dons pour les accompagner, là où d'autres membres s'occupent d'alerter la mairie et les médias sur la situation de ces familles pour leur trouver un hébergement. Donc voilà, les écoles et les parents d'élèves qui se mobilisent, c'est ça aussi l'école et l'éducation. Et tout ça. Bravo à l'association Solidru à Lyon. Merci à vous, Loïc Landreau. On se retrouve tout à l'heure. Fallait-il maintenir les épreuves de spécialité du bac au mois de mars? C'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir trois invités, trois syndiqués chouettes. Audrey Chanona, bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi, nous sommes avec vous par Skype. Vous êtes secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDEN. Je vais faire que des mots à rallonge. On les connaît les syndicats maintenant, ça y est, on sait, j'ai plus besoin de le dire. Laurent Zemeckowski aussi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous connaissez par cœur le plateau maintenant, ça y est, c'est chez vous. Bien ici. chez vous. Ouais, ça va être merci. Vice-président de la PEP, PEEP, et ainsi que Sébastien Vieille, bonjour, merci d'être là aussi. Plaisir. Secrétaire national à la pédagogie du SNALC. Tous les trois, on va parler ensemble de ce gros souci des épreuves de spécialité du bac qui ont été maintenues au mois de mars. Je dis gros souci parce que vous dénoncez, je pense, tous les trois autant que vous êtes, ou en tout cas la plupart. Voilà, on me fait une tête genre non, pas forcément. Eh bien justement, on va en parler.
de cette date du mois de mars. Le gouvernement l'a acté, les épreuves de spécialité seront bien maintenues au mois de mars. Elles auront lieu le 20, 21 et 22 mars. C'est la première fois qu'elles ont lieu selon le calendrier initialement prévu. Il y a 2 épreuves de spécialité, donc ces 2 épreuves comptent pour 32% de la note finale du bac. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises, c'est bon? On est bon? Pourquoi être contre ou pour leur maintien en mars? On va aller d'abord vers, a priori, celui qui est pour, à savoir Laurent Zamekowski. Il m'a déjà fait une tête de donc, bon, pour vous, les dates, c'est bien? Ça marche? C'est pas une question que ça soit bien ou pas bien, c'est de respecter la règle du jeu. Il y a des élèves qui étaient en première l'an dernier, qui ont tablé sur ça. Voilà, il y a une préparation et on ne peut pas sempiternellement changer les règles du jeu en cours de route. Donc il y a une réforme du bac, bonne ou pas bonne, la question n'est pas là, mais il faut pouvoir avoir une certaine lisibilité pour que ça ne soit pas anxiogène pour les enfants et que ça soit, voilà, qu'on ne change pas la règle du jeu sans arrêt. C'est pour ça que l'an dernier, on s'était formellement opposé au report des épreuves de mars vers mai. On voulait qu'elles soient maintenues, notamment pour qu'elles puissent compter dans Parcoursup. Et aujourd'hui, on est toujours sur cette logique-là. On voudrait aujourd'hui pouvoir quelque part voir ce que donne réellement la réforme du bac, puisque là, on a deux versions, une totalement décomposée avec le Covid, une où il y a les épreuves qui ont été décalées. Donc maintenant, ça serait peut-être bon de savoir ce que ça donne, ce nouveau bac. Oui, alors je ne sais pas si l'idée de se dire est-ce qu'on va voir ce que ça donne est bien, parce qu'a priori, c'est en amont qu'on y réfléchit, mais justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce calendrier, Sébastien Vieille? Alors, je ne suis pas d'accord avec le calendrier, je crois qu'on est nombreux. Parce que? Alors, déjà, premièrement, je voudrais dire que, en réalité, la règle du jeu, elle change, là encore. Parce qu'on a des élèves qui ont déjà commencé leur année scolaire et qui vont savoir, dans quelques jours, quelles parties du programme seront à traiter pour ces examens. Donc déjà, il y aura du stress, forcément. Maintenant, le problème de mars, c'est que c'est trop tôt, pédagogiquement, parce qu'il y aura une partie du programme qui sera traitée en amont, une partie en aval. Et on sait bien, les élèves, et on ne va pas leur en vouloir, ont une vision fonctionnelle de la chose. Ce qui va être fait après les épreuves, on ne sait pas trop ce qui va en rester. Et puis on a déjà vu l'an dernier, on a eu l'expérience avec mai, d'une évaporation de beaucoup d'élèves après les épreuves de spécialité. Et on craint que là, ça recommence aussi, qu'on ait des élèves qui, quelque part, s'arrêtent un peu pour préparer la suite du bac. Et donc, pédagogiquement, c'est un peu terrible. Et puis, d'un point de vue organisationnel, je plains les chefs d'établissement, et puis je vais peut-être laisser Madame Chanona en parler. Oui, alors justement, Madame Chanona, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce qu'on aurait pu penser, les indices, effectivement, au contraire, c'est bien, parce que ça leur permet de souffler aussi après ces épreuves-là qui ont lieu en mars. D'autres aussi disent, effectivement, au mois de mai, il y a tellement de ponts, on ne sait plus comment s'en sortir, donc est-ce que c'est bien ou pas bien? Quel est votre avis sur la question? Écoutez, nous, en tant que chef d'établissement, on a un petit peu évolué dans notre positionnement. Ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, nous défendions le positionnement des épreuves de spécialité, alors pas tout à fait au mois de mars, avec une petite quinzaine de décalages qui auraient permis une nouvelle progression pédagogique supplémentaire. Donc ça, c'était notre position jusqu'à l'année dernière. Et là, nous avons quand même un petit peu évolué parce qu'en fait, notre enquête de rentrée que nous faisons tous les ans a montré qu'à partir du mois de mars, avril, mai, juin, on a quasiment 62% d'absentéisme d'élèves qui sont concernés par un absentéisme qui était très fort. En fait, si nous défendions les épreuves de spé au mois de mars, c'était parce que pour nous, la dernière partie de l'année de terminale devait en fait être consacrée à l'apprentissage des méthodes de travail vers le supérieur. Or, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne fonctionne pas très bien, que cet absentéisme, il est beaucoup trop important pour les élèves. Et donc, notre position a en fait évolué depuis quelques mois. Et nous sommes maintenant un petit peu comme Monsieur Vieille dans la position de dire que finalement, au mois de juin, ces épreuves laisseraient le temps pédagogique pour les travailler, quitte à ce qu'elles ne comptent pas dans Parcoursup. Alors, qu'est-ce que vous répondez justement, Laurent Zamekowski? Parce que effectivement, on pourrait penser que si ces épreuves ont lieu au mois de juin, ça va permettre à ce taux d'absentéisme de diminuer peut-être, de voir plus d'élèves à l'école, ou en tout cas de terminer le programme qui donc est fait sur une période qui va de septembre à juin. Alors, première chose, pendant longtemps, on a dit qu'il y avait trop d'épreuves et que c'était trop dur de concentrer tout ça sur le mois de juin. Et maintenant, on dit le contraire. Donc, ça devient un peu compliqué. C'est un peu comme d'où l'intérêt du débat. D'où l'intérêt d'en parler, justement. On aimerait comprendre et avancer. On enlève à l'époque, on dit il y a trop de maths, on les retire. Maintenant, il faut les remettre. Enfin, il y a toujours cette histoire-là. C'est toujours mieux avant, effectivement. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'évaporation,
à notre sens, le fait de partir directement dès le mois de mars est quand même nettement plus visible que de ne plus être là au mois de mai, justement, où il y a les ponts. Et il ne faut surtout pas oublier une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas focalisé effectivement sur le bac. On est focalisé effectivement sur Parcoursup et sur la suite. Je veux dire, sur le dossier plus les examens, mais c'est ça ? clairement, aujourd'hui, je veux dire, vous avez votre bac, mais vous n'avez pas l'école que vous voulez, vous allez demander à redoubler en terminale. Je veux dire, aujourd'hui, d'avoir le bac est une condition nécessaire, mais non suffisante. Je veux dire, le stress des parents, il n'est plus aujourd'hui sur l'obtention du bac, mais sur les résultats de Parcoursup. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste autant par rapport à ça que ces épreuves comptent dans Parcoursup. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là. Et il ne faut pas oublier aussi que le mois de mai est souvent aussi consacré à passer des examens, des concours dans d'autres écoles. Je veux dire, donc il y a quand même une activité. Et si les élèves doivent continuer à passer ces épreuves-là à ce moment-là, ça fait beaucoup de choses et on l'a constaté dans le passé. Mais alors, si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, autrement dit, est-ce que ces 2 épreuves de spécialité servent à quelque chose ? Parce que finalement, si on dit que le dossier est plus important, qu'on a déjà préétabli les choses avant même d'avoir passé son bac, et qu'en plus on nous impose des épreuves de spécialité au mois de mars, donc avoir un programme finalement assez amputé de ces 2 dites spécialités, quel est l'intérêt de les maintenir ? C'est le problème en fait par rapport au contrôle continu et justement l'aspect qui peut être considéré en théorie comme une certaine subjectivité d'un enseignant à un autre, d'un établissement à un autre. Il y a beaucoup de choses qui jouent. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque il y avait des épreuves dites les E3C pour en théorie essayer d'avoir des évaluations communes. Les E3C n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, elles n'étaient pas dans le projet initial de la réforme du bac. Elles sont venues, elles sont reparties. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça pose une question, notamment sur l'évaluation. Et ça stresse beaucoup les parents. Et justement, ces épreuves de spécialité donnent, entre guillemets, quelque chose qui pourrait être une base d'évaluation commune. Audrey Chanona, donc, je le rappelle, vous êtes secrétaire nationale à l'éducation et pédagogie du SNPDEN. Vous dites à l'instant que c'est effectivement compliqué, que vous revoyez un peu votre position. Est-ce que si les épreuves donc, sont maintenues, a priori c'est ce qui est le cas, je disais le 20, 21 et 22 mars prochains, les épreuves de spécialité, est-ce que ça veut dire qu'on ampute le programme de ces spécialités ? On ne va pas forcément amputer le programme, parce que les programmes vont être adaptés et nous attendons une annonce du ministère justement pour nous dire sur quelle partie porteront ces différentes épreuves au mois de mars. Dans la version de l'année dernière, il était prévu que le programme de spé continue en fait après les épreuves de spécialité. C'était pas tout à fait terminé. Et les dernières semaines de l'année devaient être consacrées à la préparation du grand oral. On voit bien qu'aujourd'hui c'est plus suffisant pour motiver ces élèves. Là où je suis complètement d'accord avec notre collègue de la PEP qui vient de s'exprimer, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même aller vers une stabilisation de cette année de terminale. Ça fait maintenant 4 ans qu'on en parle, que les règles du jeu changent en permanence. Et il faut quand même que les équipes sur place, les équipes pédagogiques puissent s'emparer des différentes modalités pour en voir l'intérêt. Il faut que ça fasse sens pour les professeurs, comme pour les familles, comme pour les élèves. Donc là, il faut qu'on aille vers une stabilisation. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec le point qui vient d'être abordé, c'est-à-dire la prégnance absolue de Parcoursup dans l'année terminale, à la fois dans le calendrier, parce que c'est très clairement ce qui coince dans une évolution du calendrier possible, c'est la nécessité des examens des dossiers dans Parcoursup dans la phase initiale. Donc ça coince. Et puis c'est aussi le fait que effectivement cette pression sur les familles, cette pression sur les élèves, j'emploierais quasiment le terme marchandisation de Parcoursup, parce qu'en fait on a quand même de plus en plus d'officines privées qui offrent des formations payantes aux familles. Quid de l'égalité des chances pour les élèves, c'est aussi une de nos préoccupations. Et en tout cas, cette prégnance, elle est extrêmement forte dans l'année terminale. Donc quand on parle des enseignements de spé, au SNPDEN, on répondrait plutôt que c'est tout le calendrier de terminale et le processus d'orientation qu'il faut travailler bien en amont d'ailleurs, et pas uniquement sur l'année terminale. C'est votre avis également, Sébastien Vieille ? Tout à fait. Le nœud du problème, c'est clairement le fonctionnement, je vais dire de Parcoursup, mais Parcoursup, c'est un ensemble. C'est pas simplement un algorithme. Là, je ne critique pas un algorithme, je critique un ensemble de procédures. C'est beaucoup trop lent. C'est clairement trop lent. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre ces épreuves en mars pour que Parcoursup puisse donner quelque chose. Mais si on améliore le fonctionnement, rien n'empêche de remettre ces épreuves en juin.
et de remettre une vraie année de terminale, parce que là, l'année terminale, elle ne peut pas fonctionner. Et on le dit depuis le début de la réforme. J'ai posé la question à l'instant à Audrey Chalonna qui assez habilement a détourné la réponse. Donc je vous la pose à vous, Sébastien Vieille. Est-ce qu'on ne dit pas amputé, d'accord, mais comme on va revoir le programme finalement de spécialité, c'est quand même amputé d'une partie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si en effet au mois de mars, a priori un programme, enfin on est tous passés au lycée et au collège, on va à l'école de septembre à juin normalement, d'accord? Donc si on va de septembre à juin, c'est qu'un programme est fait sur une période de septembre à juin. Donc si on l'a fait jusqu'en mars, à moins de faire des heures supplémentaires dans cette période de septembre à mars, que faisons-nous si ce n'est amputer une partie du programme? Je vais vous répondre. Alors, dans le beau pays de la théorie, tout va toujours bien. Moi, j'aimerais vivre en théorie. En théorie, on est censé faire la partie du programme qui est à faire pour les épreuves avant les épreuves, et après, on est censé continuer le programme, tout en préparant au grand oral, tout en aidant les élèves à travailler leur projet d'orientation. Seulement, en vrai, ça ne marchera pas. Ça ne peut Pourquoi pas fonctionner. Ça ne marchera pas? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme l'a dit Madame Chalonna, parce qu'on a une partie des élèves qui ne vont plus être là, et aussi parce que après ces épreuves, en fait, les élèves ne penseront que orientation et ne penseront que grand oral. Oui, mais s'ils pensent grand oral et que justement cette période-là sert à la préparation du grand oral, dans ces cas-là, c'est positif. Je reviens à Laurent Zamekowski. C'est-à-dire qu'on est en train de tourner autour du pot, on n'amène pas de réponse. Non, mais déjà, effectivement, il faut être très clair. Normalement, l'évaluation, elle est faite sur la partie du programme qui est traitée, pas de celle qui n'est pas traitée. Oui, mais pardon, vous comprenez que je la pose la question. Oui, non, parce que mais forcément, on se pose la question de savoir ce que normalement on est censé faire entre mars et juin. C'est la base. Après, effectivement, comme monsieur l'a exprimé, et c'est une partie qu'on continue, notamment parce qu'il y a après, justement, le grand oral. Oui. Et le grand oral est justement lié à ces spécialités. Il ne faut pas oublier que les spécialités, vous les commencez en première. Ce n'est pas au début de l'année de terminale. Donc il y a quand même ça. Après, effectivement, ça pose aussi la question, je dirais pas de Parcoursup, parce qu'en fait, Parcoursup sert d'épouvantail. La réalité, c'est un problème par rapport au supérieur. L'opacité du supérieur et aussi la surabondance d'élèves qui arrivent de plus en plus vers le supérieur face aussi à des filières qui sont sélectives, des filières qui sont difficiles à atteindre. Et aujourd'hui, il y a une saturation et un manque total de transparence. Parcoursup a induit cette transparence. Et tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est parce que Parcoursup s'est installé, qui est un outil qui, en théorie, doit servir d'équité, mais lève toutes les opacités qui existent et qu'on a même connues nous-mêmes quand on était jeunes. Mais à l'époque, avec les moyens de communication qu'il y avait, on pouvait faire sa tambouille dans son coin. Et aujourd'hui, il y a encore des filières dans le supérieur qui ont, on va dire, des fonctionnements ou des algorithmes ou des manières de choisir leurs élèves qui ne sont pas du tout conformes à la logique de la République, à la logique de l'équité et de toutes les valeurs qu'on peut défendre. Chacun, un petit peu, roule pour son truc et essaye de tirer un peu la corde à lui. Alors, c'est tout à fait humain, mais c'est navrant pour les enfants. Oui, parce que quand on n'est pas dans l'humain avec un algorithme, c'est un peu ça le problème. Enfin, c'est justement ce qu'on critique. Derrière les algorithmes, il y a des gens. Oui. Les algorithmes, ils font rien tout seuls. C'est comme une machine. C'est-à-dire, il ne se passe rien si on n'appuie pas sur le bouton. Mais quand on voit des élèves qui, en fait, ont plutôt de très, très bons dossiers et qui partent dans des pays étrangers, tant mieux si on le souhaite, formidable. Mais quand on préfère faire une formation en France et qu'on se rend compte qu'avec Parcoursup, on n'a toujours pas la réponse qu'on souhaite et qu'on a des propositions qui ne sont pas du tout dans le cadre de celle qu'on souhaite, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on se dit, moi je préfère penser que c'est un algorithme et qu'il n'y a pas un humain derrière qui ait vraiment voulu ça? Mais c'est pas Parcoursup. Non, ça n'est pas Parcoursup. Il y a des commissions ensuite dans le supérieur, des commissions de sélection des dossiers, et donc qui traitent les dossiers de manière humaine. Et cette commission, justement, il va falloir qu'on en parle, qu'on fasse un vrai sujet là-dessus. C'est clair. Audrey Chalonna, vous vouliez réagir justement? Oui, c'est pour insister sur le fait que Parcoursup, c'est pas un algorithme, premièrement. Ouais. C'est un processus. Et nous, on insiste très lourdement là-dessus. C'est un processus. On ne veut pas voir Parcoursup comme un algorithme uniquement, parce que c'est un processus d'information, d'orientation. Il y a des enjeux sociétaux et des enjeux d'égalité sociale qui sont extrêmement importants derrière tout ça. Comment on accompagne en première, en seconde, les familles les plus fragilisées, celles qui n'ont pas les codes scolaires, parce que pour les autres qui sont favorisés, finalement, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés par leur famille autant que par l'école et puis les différents lycées. Donc ces enjeux-là, ils sont extrêmement importants. Il y a les enjeux aussi d'obtention des vœux de Parcoursup. Vous l'évoquiez à l'instant, les bons élèves qui n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est lié aussi évidemment au processus de sélection.
C'est aussi lié à la mobilité géographique. Comment on fait pour faire en sorte qu'un élève qui n'a pas tellement les moyens d'aller vivre à 500 km, d'avoir un appartement et d'avoir des parents qui fournissent derrière, comment fait-on pour lui permettre lui aussi d'accéder aux études supérieures? C'est pour ça que c'est pas uniquement un algorithme. Et on ne souhaite pas le voir comme ça, même s'il y a ce problème-là. Nous, on dit au SNPDEN qu'il faut considérablement renforcer la liaison entre les acteurs des lycées et les acteurs des formations supérieures, parce que c'est bien en se parlant qu'on va pouvoir parler d'attendus. Ces attendus du supérieur, ils sont extrêmement importants dans la réussite future des élèves. On a un vrai enjeu ici. Et il faut donc vraiment que ces deux mondes se parlent encore bien davantage, le monde du supérieur et le monde du lycée, de façon à rendre plus facile le passage de l'un à l'autre. Et puis je rappelle quand même l'enjeu fondamental qui était à la base de la réforme du lycée il y a 4 ans quand on a commencé à en parler, c'était pas la réforme du bac, et c'était pas la réforme du lycée, c'était comment faire réussir dans le premier cycle de l'enseignement supérieur des étudiants qui étaient extrêmement fragilisés et qui n'y arrivaient pas. Et moi je vous répondrai, est-ce que Parcoursup marche? Je vous dirai, Parcoursup marchera quand d'ici quelques années, on aura une vision d'ensemble pas entachée par le Covid et qu'on aura réussi à faire réussir les élèves dans le supérieur. Et là, on aura avancé. En fait, les enjeux sont pas centrés uniquement autour des enseignements de spé, pas uniquement autour de Parcoursup. Nous, on veut voir ça plutôt comme un enjeu global, à la fois sociétal et scolaire. Bien sûr, on l'entend évidemment et on se doute bien que ces réformes sont faites a priori pour que les choses avancent positivement. Maintenant, il y a quand même une génération qu'on ne va pas dire appeler sacrifiée, mais qui quand même est dans une phase complexe actuellement. Les parents d'élèves d'un côté, les élèves de l'autre, et même les enseignants et tous les acteurs, vous les premiers, êtes un peu inquiets ou en tout cas dans une période compliquée. Donc vous parlez, c'est génial, mais quand est-ce que vous allez tous vous réunir et vous parler justement pour faire avancer les choses, pour pas que ça prenne autant de temps que toutes les réformes qui ont eu lieu depuis des années? Ça fait 20 ans qu'on parle de réformes. En fait, on se parle très très souvent. Oui, mais pour que ça avance. Pas que vous parliez, que vous appelez le week-end, je comprends. Non, mais c'est pas ça. On participe à des instances au ministère pour faire des propositions. On propose des amendements dans les projets. Vous êtes écouté? Vous vous sentez écouté? Écoutez, oui. Entendu, non. C'est le problème. Nos amendements, en général, récoltent de grands suffrages de la part des autres organisations syndicales. Sont votés favorablement, mais ne sont jamais entendus. Même avis? Même sentiment? Effectivement, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et c'est ce qu'on regrette. Il y a aussi, c'est là la difficulté. Il y a des fois des véritables, des idées qui sont très très intéressantes. Des innovations réelles. Voilà, et que ça vienne du ministère ou de la part des propositions des syndicats. Oui. Et aussi, il y a la politique, de part et d'autre. Nous, on est parents, on voit, et des fois, on a un peu l'impression d'être pris comme une boule de billard entre les deux. Et voilà, il y a trop de choses qui viennent. Alors, c'est très humain en même temps. C'est très humain, c'est les passions humaines, c'est les intérêts des uns, des autres, et tout se mélange. Et clairement, pour les parents, c'est pas simple comprendre tout ça, parce que tout se mélange et on se retrouve, nous, un peu au milieu de tout ça. Et avant tout nos enfants, c'est dur. Et vous parlez de la situation, ma fille aînée, elle a vécu la réforme du bac, le Covid, elle a été en plein dedans, donc j'ai bien vu ce que ça donnait. Et oui. Voilà, j'espère que peut-être un jour on prendra tous un peu de recul et qu'on arrivera tous ensemble à mettre certaines de nos postures de côté, certaines de nos... Voilà, et qu'on arrivera à trouver un consensus pour qu'on arrive à avancer ensemble, parce qu'un bateau, il avance quand tout le monde rame dans le même sens. Mais oui, mais enfin, je pense qu'on a tous envie, effectivement, de faire avancer les choses sur le plan de l'éducation, en l'occurrence. On est sur School TV, donc c'est ce qui nous importe, mais je pense aussi dans tous les autres domaines en France, parce qu'on a quand même bien besoin de faire avancer les choses. Merci en tout cas à tous les trois. Dès que ça avance, comme on dit, dès qu'il y a de nouvelles propositions, que les lois sont votées, que la réforme avance positivement ou autre, que vous vouliez en discuter, n'hésitez pas à revenir. Audrey Chenona, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDEN. Merci. Sébastien Vieille également, merci 1000 fois, secrétaire national à la pédagogie du SNALC, ainsi que Laurent Zamekowski, vice-président de la PEP. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, on continue. On marque une courte pause, mais on se retrouve. De retour
retour dans le grand JT de l'éducation. Je suis ravie d'accueillir Clément Debosc. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Ma Petite Planète, un jeu sur l'écologie. Oui. C'est une appli, c'est ça, qu'on peut télécharger? Oui, tout à fait. C'est un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage. Et en fait, on a 2 applications. Une pour les adultes, le grand public, et une pour les enseignants quand ils vont pouvoir jouer avec leurs élèves de la maternelle au lycée. On a le droit de faire ça au lycée, de se dire tiens, on va faire un cours, on va jouer? Moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et donc, je pense que c'est même plutôt une très bonne idée. Voilà, il y a une notion d'engagement avec les élèves. Donc, ça me paraît être une forme moderne d'apprentissage, ouais. Comment vous est venue cette idée, en dehors du fait que j'imagine que vous êtes un écolophile, mais au-delà de ça? Déjà, je suis pas né écolo, je suis devenu de par les enjeux, la hauteur des enjeux. À mon sens, il y a une vraie urgence écologique. Et donc, en fait, depuis plusieurs années, moi, j'ai eu envie de donner envie à mon entourage, d'abord ma famille, mes amis, en fait, de passer à l'action dans leur vie sur ce sujet, de devenir cohérent sur leur vie quotidienne et aussi d'essayer d'embarquer un peu leur entreprise dans cette aventure. Et donc, j'ai lancé en août 2019 un jeu, un challenge autour de défis écologiques pendant un mois. Et puis, à partir de cette première expérience, j'ai vu que ça a plu et l'idée, c'était de partager ces preuves, ces défis dans une conversation de ligue. Et ensuite, quelques mois plus tard, je me suis dit, tiens, ça serait malin de lancer ça à l'école. Et j'avais une amie enseignante en 5e en Seine-Saint-Denis. On a essayé d'adapter le jeu pour les élèves et ça a bien marché. Voilà. Alors justement, l'amie enseignante, comment a-t-elle réagi la première fois? Vous avez dit, mais attends, un jeu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est en équilibre, on se pose des questions réelles sur est-ce qu'on sait ce qu'est l'écologie, comment tu es écolo au jour le jour, c'est quoi comme type de questions? Ouais, alors du coup, il faut vraiment voir ça comme des défis que dont les élèves vont pouvoir se saisir et les réaliser pendant le challenge qui va durer 3 semaines. Et du coup, il va y avoir des défis autour de l'alimentation. Donc un gâteau vegan? Voilà, par exemple, cuisiner un gâteau, par exemple, sans chocolat, parce que le chocolat, par exemple, ça vient de loin. Donc, on va inviter pour que les élèves, en famille, par exemple, cuisinent un gâteau avec des fruits de saison, par exemple. Ça va être aussi faire peut-être une première semaine végétarienne ou flexitarienne pour les élèves. Ça, c'est au niveau de l'alimentation. Peut-être essayer de manger des fruits et légumes de saison. Ensuite, il va y avoir les déchets, donc inciter les élèves à peut-être ramasser les déchets dans la cour d'école, en forêt, limiter l'usage du plastique. Il va y avoir autour... Et le défi, par exemple, pour ramasser les déchets, c'est quoi? C'est-à-dire se dire, moi, par exemple, je me mets au défi de ramasser plus de 10 kilos par semaine de déchets, c'est quoi? Très concrètement, nous, on a du coup sur nos applications le détail du défi et ce qu'il faut valider. Donc, l'enseignant va donner finalement accès à cette liste de défis, donc typiquement sous format papier aux élèves au début du jeu. Et ils vont avoir 3 semaines pour en valider un maximum qu'ils peuvent faire en classe. Et dans ce cas-là, l'enseignant le voit et valide les points sur l'application et fait évoluer l'élève dans le classement. Mais l'élève peut aussi jouer dehors, en famille, le week-end. Et donc, il y a très souvent les parents qui sont impliqués. Et donc, un exemple de défi, ça va être ramasser les déchets, ramasser les déchets et le jeter dans la bonne poubelle. Ça, c'est un défi. Et du coup, quand l'élève le fait dans la vraie vie, souvent, il a une petite preuve. Et ensuite, le prof marque ses points. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Parce que moi, je ne joue que s'il y a la carotte à la fin. Ouais, c'est tout le problème. Vous ne pouvez pas jouer avec un type comme les kangourous. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Il n'a pas la conscience simple de l'écologie, des valeurs. Est-ce qu'il y a une récompense quelconque? Alors déjà, nous, on incite les gens à vraiment se reconnecter vraiment au vivant et à avoir de l'empathie pour la faune, la flore, parce qu'on pense que le vrai truc qui a gagné, c'est... avoir une belle planète, c'est une immense fierté. Et on pense c'est que sûr, les gens sont mais ça fiers. c'est philosophique. Moi je pense aux enfants qui ont 10-12 ans, quand on leur dit c'est philosophique, ils disent oui mais donne-moi des bonbons, donne-moi des cartes Pokémon. Mais vous avez raison, et nous on est assez pragmatiques là-dessus. Donc nous on a des partenaires qui vont remettre des prix aux meilleures classes. Donc sur la dernière édition, pour vous donner une idée, on avait environ 2000 classes qui ont joué en temps réel en France sur la même édition. Là, on vise plutôt 3000 sur la prochaine. Et l'idée, c'est que pour les 10-15 meilleures classes de toute l'édition et puis les classes qui feront les défis les plus incroyables, nous, on a des partenaires qui vont remettre des prix. Ça va par exemple être des livres, on va dire des recyclivres, qui va donner des livres qui ont une seconde vie sur l'écologie. Ça va être
voilà, des petits cadeaux à partager avec la classe, mais des cadeaux écologiques à boire ou à manger. Ça va être des graines à planter pour que les élèves rentrent chez eux et puissent planter des graines. Voilà, donc on a des petits cadeaux qui sont bien sûr en cohérence avec nos valeurs, parce qu'il faut être hyper cohérent là-dessus. Et après, les élèves jouent avant tout pour gagner des points, que leurs parents soient fiers, et puis ils aiment bien un petit peu faire en sorte que montrer qu'ils sont capables d'eux. Et donc on joue aussi sur ce levier-là. Oui, c'est un peu comme le Trivial Poursuite. Vous avez jamais joué au Trivial Poursuite? Si, bien sûr que si. D'accord. Qu'est-ce que vous gagnez après? Absolument rien. Ben voilà, C'est et juste pourtant, que on je suis adore. plus intelligent. C'est tout. Enfin, si je gagne. Et bien là, on est plus écolo. Oui, c'est vrai. Alors, c'est aussi une façon de créer du lien aussi entre parents et enfants, parce que on l'a vu, la génération actuelle est extrêmement concernée par l'écologie, par les problèmes environnementaux, mais peut-être que la génération du dessus, à savoir la mienne ou celle d'après, enfin ou celle d'avant, je devrais dire, est en fait peut-être un petit peu moins consciente. Ou en tout cas, si on n'a pas conscience aujourd'hui, il faudra quand même le vouloir, mais disons, c'est plus compliqué de les toucher. En fait, nous, on pense que passer par les enfants, c'est le levier le plus puissant pour en fait toucher et sensibiliser les parents, parce qu'il n'y a aucun message qui est plus puissant qu'un message qui vient de son enfant en lui disant « Ah tiens, on pourrait mettre ça en place à la maison pour protéger la planète ». Ça sera beaucoup plus efficace que si le gouvernement dit « Il faut faire ça », vous voyez. Et donc nous, c'est aussi un moyen de toucher très large en passant par les enfants. Et en effet, ça crée du lien, puisque les familles, par exemple, vont se mettre à mettre en place un potager si elles ont la chance d'avoir un jardin. Elles vont pouvoir organiser des balades le week-end en forêt, redécouvrir les coins de nature proches de chez eux avec leurs enfants. Et ensuite, ceux qui vivent en fait en dehors des villes. Par exemple, pour toutes les grandes villes, c'est toujours très compliqué quand même d'être proche de la nature. Ça peut aller, ça marche si vous allez dans un parc. Vous voyez, l'idée c'est quand même de, si possible, mettre les mains dans la terre, voilà. Sinon, regardez quel coin de nature il y a, se réémerveiller, découvrir la faune, la flore. Et puis, l'idée c'est que les parents vont aussi se rendre compte parfois qu'ils sont connectés avec d'autres parents, puisque les autres parents vont aussi partager, pour les plus petits surtout, les preuves de leur réalisation. Et donc il y a une sorte d'émulation collective au sein des établissements scolaires autour de ce grand concours autour de l'écologie. Alors l'appli Ma Petite Planète est présente dans les écoles, vous le disiez. C'est aussi un lien entre les enseignants et les enfants. Est-ce que, du coup, les professeurs sont assez, selon vous, formés pour pouvoir parler justement d'écologie, parce qu'ils ont déjà une surcharge de travail énorme, des copies aussi à corriger, à rendre, un programme à faire valoir. Pour tous ceux qui, en fait, sont profs de maths, de français, d'histoire, comment faut-il pour pouvoir se former aussi à ce type de thématique? Très bonne question. Nous, en fait, de rien. L'idée, c'est que nous, on a pensé Ma Petite Planète scolaire comme un outil clé en main pour les enseignants. C'est hyper important. On sait qu'ils ont des contraintes, on sait qu'ils ont un temps limité. Donc, nous, on va leur faciliter au maximum la vie pour que ça soit le plus facile possible d'implémenter au sein de leur classe le jeu. Et donc, on a pas mal de kits disponibles avec, étape par étape, comment on fait pour mettre en place sa ligue au sein de sa classe. Et au niveau de la formation, donc nous, on propose des visios pour à la fois former les enseignants sur les enjeux écologiques, mais aussi former les enseignants sur la mise en place du jeu. Et ensuite, des visios gratuits? Oui, alors pour les enseignants, n'importe quel enseignant. Je sais que vous en avez qui regardent. Moi, je vous invite à lancer une ligue Ma Petite Planète avec vos élèves. C'est entièrement gratuit. Donc nous, on est une association de loi 1901. Notre mission, c'est sensibiliser et faire agir un maximum de gens. Voilà. On est en train de regarder pour information au niveau des collectivités s'il y en a qui veulent essaimer le jeu dans leur territoire, et dans ce cas-là, il y aura un accompagnement payant, mais pour tous les enseignants, c'est vraiment gratuit. Et du coup, l'idée, c'est que les enseignants, à travers le jeu, ils vont pouvoir se former aussi en même temps, puisque derrière chaque défi, il y a des explications et des liens pour expliquer mieux à leurs élèves quels sont les liens de cause à effet entre les différents phénomènes écologiques. Écoutez, merci beaucoup Clément Debosc d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Mais je suis ravie. Ma Petite appli, alors disponible sur iOS et Android, c'est ça? Ma Petite Planète. Je dis Ma Petite appli. Ma Petite Planète, évidemment, qui est une appli donc disponible. Donc, Ma Petite Planète pour les adultes et Ma Petite Planète scolaire pour les enseignants. C'est deux applications et deux challenges selon l'âge. Voilà. C'est bien, c'est noté. On a tout noté. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci Virginie, merci Loïc. Merci. C'est à vous, cher Loïc. Alors Loïc, vous avez le chic pour nous raconter des histoires passionnantes, toujours, sur des objets devenus complètement anodins ou presque, mais qui tiennent une place centrale dans les classes. Et aujourd'hui, c'est le stylo.
Le stylo, de son nom complet, le stylographe. Et c'est un mot qui est attesté seulement depuis 1907. Ça fait pas si longtemps finalement. Avant, on appelait ça porte-plume réservoir ou plume réservoir. Et on va revenir loin, loin, loin en arrière. Je vais tout vous expliquer comme d'habitude. Loin, loin, loin en arrière, je vous ai entendu prononcer le mot sumérien et je me souviens, c'est ça? Vous m'avez entendu dans les coulisses. C'est pas bien d'écouter aux portes, effectivement. Et en plus, on voit que vous avez peut-être des petites réminiscences de ce que je vous ai déjà raconté ces dernières semaines. Bien sûr, je me souviens de tout de vous. C'est cela, oui. Alors, effectivement, dans la région de Sumer, c'est en gros l'actuel Irak, c'est là qu'on a retrouvé les premières traces d'écriture. Donc, je vous rappelle, 3400, 3300 avant Jésus-Christ. Et à l'époque, ils utilisaient des roseaux séchés et taillés en pointe, ce qu'on appelait des calames, pour façonner les signes comme ça sur de l'argile humide. Vous pouvez également prendre un marteau et une sorte de burin quand c'était sur de la pierre. Donc on a là l'ancêtre du stylo, sans encre certes, mais on avait déjà un premier outil. Un premier outil d'ailleurs, parce qu'il faut la liaison, c'est plus joli. En tout cas, il y a eu ensuite l'encre qui est arrivée avec les végétaux, les minéraux, tout ce qui était animal aussi. On a réussi à faire de l'encre. Et les Égyptiens reprennent d'abord le calame, soit il est fendu à l'intérieur et on y met de l'encre qui s'écoule tout doucement, soit il est creux et tout simplement on le trempe dans des petits bols. Puis les Égyptiens commencent à écrire avec des pinceaux fabriqués avec du jonc ou du papyrus entrelacé et encore un peu plus tard avec un stylet qui est fait avec des os et qui est taillé en pointe. Pareil pour les Romains? Les Romains aussi, où ils reprennent le calame pour écrire avec de l'encre et toujours ce stylet pour graver dans la pierre ou dans la cire, mais eux, il est en bronze avec un côté en pointe pour sculpter et un côté derrière qui est aplati pour effacer. C'est comme une gomme en réalité. Au Moyen-Âge, on se met à utiliser des plumes d'oie, mais aussi de cygnes, de dindes, de canards, de corbeaux. Ça, c'est un petit peu selon le rendu qu'on veut avoir sur les parchemins. Est-ce que vous savez pourquoi on prend tout simplement des plumes ? C'est une jolie écriture, les pleins et les déliés, non? Oui, alors oui, c'est joli, mais tout simplement parce qu'on n'a pas à les tailler. Dès qu'on les enlève de l'animal, elles sont déjà pointues. Et en plus de ça, les volailles, c'est pas ce qui manque à l'époque. Il y en a un petit peu partout, donc c'est pas cher, c'est facile d'accès. Également, ça permet effectivement de les transporter. C'est pas lourd, donc il y a tout un tas d'avantages comme ça, et puis ça permet, vous avez raison, une belle précision en réalité dans le tracé. Et ce sera comme ça jusqu'au 19e siècle. Et au 19e siècle apparaît en France la plume métallique. C'est une invention hollandaise qui arrive dans les écoles en 1850, même si pendant de longues années quand même, pour des questions de coût, c'est la plume d'oie qui va rester la norme dans les campagnes. Et puis petit à petit, il y a une marque qui s'appelle Baignol et Farjon qui produit des plumes métalliques moins chères pour les écoliers. Et les professeurs, eux, utilisent les fameuses Sergent-Major, qu'on connaît très bien, qui est une marque très connue aujourd'hui, qui sont bien sûr plus chères. Peut-être moins de mal fait aux animaux aussi. Oui. Bref, c'est là que de grandes entreprises donc qu'on connaît toujours aujourd'hui qui commencent à émerger. Eh oui, 1884, Waterman invente le stylo plume avec réservoir intégré, ça c'est tout nouveau. Et 10 ans plus tard, c'est la société Parker qui lance un stylo plume qui fuit beaucoup moins sur les doigts, sur les blouses, sur les cahiers, sur les feuilles, parce que c'était vraiment un gros problème. Ça, bah oui, King Charles III adore justement. Exactement, c'est vrai. Et le stylo bille donc. Ah, alors on en a les premières traces en 1888. Mais l'Américain qui l'a inventé, il n'a jamais réussi à en faire quoi que ce soit et donc du coup le brevet qu'il avait déposé est devenu caduc. En 1919, il y a un Français qui remporte le concours Lépine avec le même principe, mais un petit peu amélioré. Mais lui non plus, il n'arrive pas à le commercialiser et son brevet aussi devient caduc. Et ce sont deux frères hongrois à qui on doit la création du stylo à billes tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1938. Donc c'est pas si loin 1938. Laszlo Biro, qui est journaliste, il va visiter l'imprimerie de son journal. Et il s'aperçoit que l'encre qui est utilisée, elle sèche vraiment très très vite. Et en plus de ça, elle ne fait pas de taches, ce qui est toujours le gros problème. Donc il se dit naturellement, on va prendre l'encre des journaux et on va la mettre dans un réservoir de stylo plume. Sauf que ça marche pas du tout. Son frère qui est chimiste se met là-dessus pendant des mois et en fait ça marche pas parce que l'encre est trop visqueuse et en fait elle n'arrive pas à descendre jusqu'à la pointe de la plume. Et c'est là soit ils reprennent l'idée, soit ils l'inventent, ça on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ils ont l'idée de mettre cette petite bille
au bout de la pointe qui roule et donc qui permet en fait à l'encre de se mettre tout simplement sur le papier. La même année, ils vont déposer le brevet et c'est d'abord dans l'armée, figurez-vous, que le stylo va se déployer parce qu'en fait les aviateurs britanniques et américains se rendent compte que c'est beaucoup plus simple quand ils sont dans les airs. Bah oui, qu'un stylo plume avec un réservoir, parce que si vous êtes comme ça, l'encre elle est à l'envers. Mais là c'était beaucoup plus simple, donc ça commence à aller dans l'armée. Et puis en 1949, un certain Marcel Bic, qui s'écrit BICH, rachète le brevet des frères Biro et le stylo Bic BIC est autorisé et déployé dans nos écoles en 1965. Et voilà pour la passionnante histoire du stylo. Bah oui, c'est génial. Voilà. Voilà, j'ai tout appris. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire sur le crayon gris. Ce sera la saison 2, stylo, oui, et la semaine prochaine, crayon gris. Crayon gris. Et crayon de couleur. En tout ça, papier, voilà. quoi. Oui, ça dépend des régions. Des fois, on dit crayon gris, crayon à quelle papier. région ? Moi, je viens du sud, d'Antibes, et à Antibes, on dit un crayon gris. Et vous dites que chocolatine, non, ça c'est à Bordeaux, Ah non, ça c'est à Bordeaux. Nous, on Ouais. n'est pas au chocolat. Merci On Loïc. dit pomme de pied. Merci. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard pour une toute nouvelle saison de Souvenirs d'écoliers. Je vous propose de découvrir son invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Laurent Mestré. Bonjour Laurent. Bonjour Malika. Alors, tu es animateur de télévision, Oui, mannequin. oui, un peu moins maintenant, mais toujours un petit peu. Tu t'es fait connaître du grand public en 2011 C'est ça, en participant à Koh-Lanta. bien vu. Et si tu es là aujourd'hui, ça a échappé à tout le monde, il n'y a que moi qui sais. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu nous présentes une nouvelle facette de ta carrière. Tu viens de sortir un livre, Ouais, c'est ça. Programme Programme Smile. sport et smile. D'où t'es venue cette envie d'écrire un livre? Je sais pas, je prenais ma douche, je me suis dit tiens, faut que j'écrive un livre. C'est vrai? Non, Sous la- non. Bah depuis longtemps, ça me trottait, j'avais envie de faire un truc, mais je savais pas trop quoi faire. Mon objectif, c'est que vraiment il y a quelque chose à apporter aux gens et tout. Donc on a parlé un petit peu avec une agence avec laquelle je bosse, que tu connais très bien. Oui. Et donc, on a commencé à démarcher des maisons d'édition. Donc, on a démarché de Marabout. Et puis, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble? Et puis, on s'est mis sur l'idée de faire un truc sur le sport parce que j'aime beaucoup exercer. Je donne des cours également à droite à gauche. Ah, t'es aussi coach? Ouais, je suis coach. Ok. Ça fait depuis 5-6 ans que je bosse avec Basic Fit. Voilà, j'entraîne aussi avec des potes. Beaucoup, des entraînements que je partage. Et puis, j'expose un petit peu ma philosophie dedans. Donc, je parle également de positive attitude, voilà, comment garder le smile. Comment T'as toujours le sourire, toi. Bah, la vie est belle, pourquoi faire la gueule? Est-ce que tu pourras avoir d'autres projets d'écriture dans le futur? Je sais pas. En fait, peut-être plus tard. Mais pas tout de suite, je pense, hein, parce que ça demande un peu de temps quand même déjà, il y a du taf. Hein. T'as tout écrit? Non, en fait, je voulais pas trop parler de... Enfin, je parle de moi, hein, je parle de moi, de mon vécu, de comment j'ai pu me motiver à travers mes aventures. Et donc, il y a un peu d'autobiographie, mais pas trop. Donc, si j'en refais un, ce sera plus tard, en espérant Une vraie grande qu'il y ait d'autres choses, autobiographie. et si je suis encore sur Terre. Bon, on arrête de parler du futur. On va remonter un petit peu le temps. Pour commencer, t'étais quel genre d'élève? Moi, voilà. J'étais pas mauvais élève, enfin, je veux dire, c'était pas mauvais à l'école, mais j'étais tout le temps sur la ligne, chercher des activités. J'étais un peu, voilà, ailleurs. Ouais, je faisais pas des conneries, mais j'aimais bien rigoler. J'aimais beaucoup dissipé? rigoler. Ouais, dissipé, très dissipé. Je dissipais pas les autres, hein. Bah, Mais on était un ou deux, franchement. Je me souviens, on regardait par la fenêtre pendant le cours d'espagnol. Il y en avait un qui passait, on disait tiens, regarde, il y a ton rep en bas et tout. Non, mais c'était. Il y a ton Ouais. rep en bas. Ouais, c'était non, mais on était voilà. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse moins, j'étais moins concentré. Mais dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, par contre, alors là, je suis vraiment à Et fond qu'est-ce dedans. qui je suis t'intéressait première. justement? Beaucoup les maths. J'étais Ouais. très à fond sur les maths. Tout ce qui est aussi le sport, Le forcément, sport, ouais. mais c'est surtout ouais, la musique. J'aimais beaucoup la musique. Et puis tout ce qui est artistique, tout ça. Mais les maths, j'aimais beaucoup les maths. Et t'as grandi où? J'ai grandi dans le 94 au Kremlin-Bicêtre et j'y habite toujours. C'est Je vrai? suis né en T'as pas 1900 bougé? Toujours. Je suis né en 1982, bon, à Paris 13, mais juste Pas à très, très l'hôpital. loin. Ouais. Et j'ai grandi au Kremlin-Bicêtre et j'y suis toujours, 9-4. Comment ça se fait? Parce que j'ai tous mes potes, toute ma famille là-bas, j'ai toutes mes racines, je connais tous les coins pour rouler vite et tout. Donc non, je suis très bien là et je ne vais pas partir de là, quoi. T'as gardé les mêmes amis d'enfance? Toujours les mêmes, ouais. Ceux qui étaient avec toi à l'école? À l'école, même en maternelle, même au lycée, j'ai toujours les mêmes potes. C'est Toujours. énorme.
C'est très rare quand même. C'est un endroit où ouais, j'ai toute ma famille aussi, j'ai mes sœurs qui habitent à côté. Elles aussi, elles sont. Ouais, elles sont à côté, à Ivry, pas loin, mais c'est des endroits où t'as fait toute ton éducation, toute ton enfance là-bas, donc c'est dur de se décrocher de là-bas. C'est difficile de se refaire de nouvelles amitiés parce que les autres ne comprendront pas l'humour que tu as. Enfin, c'est vraiment une affinité que je ne pourrais pas avoir ailleurs, quoi. Pourtant, toi, tu as été amené à rencontrer énormément de monde. Ouais. J'ai eu d'autres amis qui se sont formés, mais ma racine se fait vraiment là-bas. Ça veut dire aussi que c'est une enfance heureuse. Ouais, j'ai vraiment été heureux. Bon, j'étais un peu foufou, hein. Je faisais un peu de... Tu faisais des bêtises ou traînais. pas Ah bah oui, ouais. Combien de fois je suis rentré chez moi avec des coupures ici, des dents cassées. Pas bagarré, mais voilà, Ah, t'étais casse-cou. Casse-cou, très casse-cou. Et le sport m'a vraiment calmé. J'ai commencé le sport à 11 ans, 12 ans, et ça m'a un peu calmé. Mais avant, ouais, laisse tomber, ma mère, elle devenait dingue, quoi. Ah oui, j'étais tout le temps, je rentrais en sang et tout. Parce que voilà, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas la tête dans le TikTok, tu vois, on n'était pas sur Instagram. Vous avez besoin de sortir dehors et d'être on sortait, ensemble. on traînait, dès qu'il y avait le marchand de glace, « Hé, maman, balance-moi 5 francs !» Donc on traînait dehors, quoi, tu vois, et c'est là que je me suis un petit peu formé dans la débrouillardise, dans le sport, tout ça. Je me suis fait dans la rue un petit peu. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Le meilleur de School TV, c'est avec le ZAP, c'est maintenant. Un violon dans mon école, c'est donc ce programme qui va permettre à des enfants en REP de 4 à 8 ans de pouvoir suivre toutes les semaines des cours de violon, s'approprier l'instrument, pouvoir développer des qualités d'écoute, des qualités d'entraide, de collaboration. Mais d'abord, pourquoi le violon, Hélène ? Alors pourquoi le violon ? Eh bien, parce que c'est un instrument qui est extrêmement compliqué. Même si on n'a jamais joué de violon, on sait que c'est très difficile puisque on a forcément déjà entendu une fois ou l'autre quelqu'un qui essayait de jouer du violon. Et c'est un instrument qui est aussi très adapté à l'âge auquel on a voulu développer ce projet, c'est-à-dire tôt, puisqu'on commence à l'âge de 4 ans, ça dure de 4 ans à 8 ans, puisque l'instrument est petit quand les enfants sont petits. Il existe toute une série de tailles de violon, donc ça les accompagne au fur et à mesure qu'ils grandissent. Par ailleurs, il y a une pédagogie pour apprendre le violon qui est tout à fait adaptée à des petits à partir de l'âge de 4 ans. D'autres instruments demandent beaucoup plus de compétences en solfège qu'un enfant de 4 ans ne peut pas avoir. Et puis, c'est effectivement très difficile, mais un enfant à cet âge-là est capable d'apprendre à peu près tout. Ouais. Donc, on a tout intérêt à le solliciter le plus possible, parce que notre objectif dans tout ça, c'est justement de lui apporter un moyen de développer bien davantage que s'il n'en faisait pas les compétences dont il a besoin pour bien réussir à l'école. Et le violon répond à tout ça. Autant sur le plan physique, c'est très compliqué en coordination, en motricité fine, en écoute très fine, que sur le plan aussi intellectuel, puisqu'il y a une approche de la lecture, il y a une approche du rythme qui se rapproche beaucoup des mathématiques, et puis dans la musique, il y a toujours l'émotion. Donc finalement, c'est une activité qui est extrêmement complète. Et ce programme, qui est avant tout éducatif, est destiné à leur donner une activité qui soit un soutien extrêmement efficace des apprentissages fondamentaux que l'école, par ailleurs, développe à cet âge-là. C'est un enfant qui est autiste. On a passé beaucoup de temps dans l'imaginaire, disons. C'était son truc d'évasion à lui. Donc, quand on arrivait à l'hôpital, c'était, et pour lui surtout, et un peu pour moi aussi, c'était dur de se dire qu'on arrivait à l'hôpital et qu'on allait y rester 2 semaines. Donc, on arrivait à l'hôpital en se disant, on monte sur un paquebot, un bateau, c'est pas un hôpital. Et vous inventiez une histoire. Et puis on se mentait tous les deux, quoi. Et puis on y croyait, dur comme fer, quoi. Les fenêtres d'un hôpital, elles sont souvent un peu floutées ou assez haute, donc un enfant ne voit pas dehors, il voit le ciel, mais c'est tout ce qu'il voit. Donc on peut raconter, inventer en dessous autre chose. Et Anton parle, il dialogue avec vous. Je vous pose la question parce qu'on a accueilli Mintra Nui, qui est journaliste et écrivaine, il y a quelques jours sur ce plateau, qui vient de publier Un enfant sans histoire chez Actes Sud, qui est un très beau livre, sur son premier enfant aussi, qui est autiste, mais alors qu'il, lui, à un moment donné, ils ont dû faire le deuil de toute communication même. Ouais. Ça, c'est vrai que le spectre de l'autisme est énorme. Lui, il est autiste Asperger, il parle, il est hypersensible, enfin en tout
tout cas, il y a certains sens qui sont très très forts, comme par exemple Le bruit notamment, je crois. le non bruit, absolument. En revanche, il a assez peu d'empathie, donc il doit apprendre la compassion, il doit apprendre à se soucier des autres, etc. Bref, donc c'est voilà, mais il parle, il échange, il communique. Il va à l'école avec une AVS, une auxiliaire de vie scolaire tous les jours. Il est très suivi, mais je crois qu'il est heureux. C'est comme l'essentiel. Et alors, vous lui inventez des histoires. Et donc, on s'est inventé ce truc-là, ces histoires-là, à l'hôpital. Donc, Aden, l'idée qu'un enfant différent, pour dire les choses Oui, de manière oui. très très large, puisse être le héros d'un quatuor d'enfants eux-mêmes orphelins, etc., ça vient de là quand Ça même. revanche sur la vie un peu. Ouais. quoi. C'est-à-dire que c'est lui l'enfant qui était à l'hôpital, qui voyait pas, qui n'avait pas forcément à ce moment-là de copains, d'amis, etc. Bon, il était un peu déscolarisé, enfin, c'était compliqué au départ. Puis il est toujours un petit peu dans sa bulle, un peu en marge. Donc voilà, c'est lui le héros. L'autisme, entre guillemets, est un super pouvoir. Quoi. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez fort et que je crois on sent dans cette histoire-là. On ne dit jamais que le héros, et je prétends pas que le héros de l'histoire, Aden, soit autiste. Hein. Disons qu'il ressent les choses différemment, donc il y a beaucoup de choses qui se rapprochent d'une Oui, il a forme une d'autisme. capacité à l'évasion, parfois il se ferme à Totalement. ce qui se passe autour. Vous matérialisez ça avec un petit médaillon aussi qui lui permet de partir, de revenir. Mais, Absolument, exactement. mais c'est vraiment pas surligné au Stabilo Boss, le côté Non, autisme pas du permet. tout. Et les autres enfants, mais comme dans la vraie vie, du reste, ne pointent jamais ça du doigt. C'est-à-dire, bon, ils s'étonnent pas plus que ça. Ils le trouvent un peu bizarre, quoi. Il est bizarre, il est Ouais, marrant, c'est il est ça. différent. Bon, et voilà. Mais ça va pas plus loin. Voilà. Et alors, à quel moment vous passez comment ça marche? Vous lui racontez ces histoires, je sais pas quoi, dans Ouais, je raconte ça au départ à l'hôpital. On rentre avec les histoires. C'est-à-dire dans la voiture, ouais. en l'emmenant ou à l'hôpital À l'hôpital, parce qu'on a passé des heures à, je veux dire, bon, quand on est hospitalisé, c'est long le temps. Et vous faites le papa, comme j'allais dire plein de papas ou de mamans d'ailleurs, qui inventent une histoire. Oui, Qui voilà. n'en finit pas, juste. C'est exactement ça. On s'est inventé un feuilleton sans fin qui a duré 2 ans, qui est devenu ensuite Corba, un livre, quoi, enfin une saga de livres, et où et c'était très important pour moi. L'émotion est importante aussi. Ouais. Et ça parce que moi, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur parce que je trouve dans les dessins animés d'aujourd'hui, dans la BD, les mangas, etc., bon, qui sont formidables, je sais pas, bon, mais je trouve parfois une forme de rythme, un peu, je vais pas dire d'hystérie, mais enfin de frénésie du moins, tout pour le gag, tout pour la séquence, et que je me souviens, je crois que peut-être vous souvenez aussi, de notre enfance, moi quand je regardais Bambi ou le film L'Ours ou tout un tas de Disney de l'époque, même Le Roi Lion, il se passe des du choses sentiment. fortes. Il y a de du l'émotion. On a sentiment. complètement perdu cette émotion. Enfin, je trouve qu'on a complètement perdu cette émotion. Là, c'est Et- vrai qu'il y a des moments des regards, de l'amour, des sentiments. il y a la mort, il y a la trahison, enfin il se passe des choses, je pense qu'un enfant... Quand Jeanne fait du bouche à bouche à Aden sous l'eau, tu te dis, est-ce que c'est pour faire du bouche à bouche ou est-ce qu'ils sont amoureux? Je te raconte pas, c'est frémissant. Est-ce que tu peux nous expliquer, Solane, pourquoi justement, quand on a la mucoviscidose, il faut faire du sport? Ça permet d'avoir une source de détermination, du rêve et de s'entretenir et pouvoir rester en forme pour combattre la maladie. Pour pouvoir combattre effectivement la maladie. Et ça apporte aussi sur le plan médical, c'est plus facile ensuite à traiter pour justement peut-être, pourquoi pas, évacuer le mucus. Oui, l'activité physique est vraiment recommandée. On conseille aux enfants déjà dès l'âge vraiment à partir de l'entrée en maternelle à faire justement des activités sportives, à s'inscrire dans des clubs, etc. Parce qu'on pourrait se dire, oulala, non, surtout pas, ça touche, Non, ça au touche les contraire, poumons. l'activité ouais. physique est vraiment à privilégier et on les encourage dans ce sens. Oui. Thierry. Ah, mais c'est clair que l'activité physique, mais de toute façon, pour tout à chacun, hein, je veux dire, le sport, l'activité physique, c'est quelque chose, un déterminement d'une vie en bonne santé. Alors, plus particulièrement pour les malades à mucoviscidose, parce qu'il faut arriver à développer une capacité respiratoire, parce que la maladie, justement, a l'effet inverse, c'est de réduire la capacité respiratoire. Donc, c'est un combat contre cette perte de souffle. On dit couramment que la mucoviscidose est la maladie du souffle. Et donc, le souffle, c'est la vie. Donc, voilà. Et donc, c'est notre combat. Et d'ailleurs, les virades de l'espoir, repose essentiellement sur des activités sportives, des courses, des marches, bref. On dit parfois bouge ton mucus, quoi. Donc, parce que c'est vraiment le défi de tous ces malades qui ont les voies aériennes très encombrées et qu'il faut arriver à ce qu'ils expectorent le maximum pour diminuer les risques d'infection, pour qu'ils puissent gagner quoi de mieux que le sport pour pouvoir gagner ou éviter d'en perdre cette capacité respiratoire. Mathilde Dessels. Généralement, aujourd'hui, là, on arrive à détecter de plus en plus tôt chez les patients cette maladie ou ça reste encore rare? Alors ça a été un combat de l'association. Ouais. Il y a 20 ans. Le test de sueur?
Alors, c'est avant même le test enfin, pas le test c'est le dépistage néonatal. D'accord. C'est-à-dire systématique. Tous les enfants qui sont nés depuis 2002, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, tous ceux qui ont eu des enfants ont eu, avec la petite goutte de sang sur le pied, le test du buvard. On détecte effectivement s'il a ou pas la maladie. Ah, d'accord. Et donc ça, c'était l'association s'est battue parce que c'était le point de départ pour pouvoir assurer une prise en charge. On nous avait dit à l'époque, oui, mais à quoi ça sert de détecter, de diagnostiquer si on ne sait pas la soigner, cette maladie? Mais on a pris le problème à l'envers, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, si on ne diagnostique pas, on ne pourra pas développer une offre de qualité. Et il y a 20 ans, on a réussi à avoir. Ça, c'est les pouvoirs publics qui nous ont aidés. Dépistage à la naissance pour tous les enfants. Deuxième chose, une offre de services et de soins, de centres de soins spécialisés. Donc les CRCM, les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, qui sont dans des hôpitaux, ce sont des services labellisés dans les hôpitaux, qui sont des services, alors je sais que vous n'allez pas vous glorifier, mais de haute expertise. Des soignants qui sont extrêmement engagés, qui accompagnent les enfants, puis les adultes, dans tous les stades de la maladie, parce que c'est une saloperie cette maladie. C'est une maladie qui est évolutive et qui est dont l'évolution n'est pas prévisible. Donc ça peut se dégrader tout d'un coup. Et on a des équipes de soignants qui sont extrêmement engagés dès le plus jeune âge. Et on a pris en charge les enfants. Maintenant, les enfants sont pris en charge quasiment dès la naissance. Quand vous voyez ces enfants, quand vous voyez leur parcours sur les 4 années où ils vont avoir justement cet enseignement instrumentiste qui leur est proposé, vous voyez une sorte de joie qui se dégage de la façon dont ils peuvent aussi être fiers d'aborder et d'arborer les deux en même temps le violon avec leur famille. La fierté, effectivement, déjà, elle commence par la remise du violon quand ils sont en moyenne section. La remise symbolique du violon, c'est sous le regard de leurs parents, de la communauté, de la Fondation Vareille et des professeurs de violon. Et cette fierté, elle démarre ce jour-là. Après, régulièrement, les parents sont amenés à les voir évoluer dans ce monde. Ils peuvent assister aux cours, ils viennent aux représentations, il peut y avoir différents moments de partage du violon. Et surtout, nous avons l'opportunité de prêter le violon le week-end aux familles. C'est-à-dire que les enfants rapportent leur violon à la maison. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est quelque chose que eux seuls savent faire et que les familles les voient s'approprier et qu'elles ne sont pas en capacité de le faire. Elles n'auraient pas forcément osé apporter cet apprentissage à leurs enfants. Et là, c'est un apport immense. C'est vraiment un grand bénéfice pour ces familles. Quelle a été votre réaction quand vous avez su pour la mucoviscidose de Solane? Alors, c'est évidemment une annonce qui est hyper violente, comme on peut s'en douter, puisque c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, effectivement, on est surpris. Moi, je me souviens, j'étais avec mon bébé, je reçois un coup de fil de Robert Debré, sachant que je n'avais jamais été dans cet hôpital en plus, qui me dit qu'il y a un problème et que donc, il faut qu'on aille à l'hôpital le lendemain pour faire un test qui s'appelle le test de la sueur. Voilà, et donc je ne comprenais pas du tout parce que je voyais pas à quoi il faisait référence. Je disais, mais mon bébé, ça va, il a rien. Et là, on m'explique que les prises de sang qu'on fait à la maternité pour détecter les maladies génétiques, voilà. Donc, dans ce cadre-là, une maladie génétique a été détectée sur mon bébé. Et ce qui, moi, m'avait beaucoup déstabilisée, c'est qu'au téléphone, on ne voulait pas me dire ce que c'était. On me disait, c'est une de ces maladies, mais on ne voulait pas me dire laquelle. Et j'ai vraiment discuté avec le médecin et je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas me laisser comme ça jusqu'à demain, il faut que je sache. Donc, elle a fini par me dire, alors qu'a priori, normalement, ça ne se fait pas. Et là, évidemment, il y a tout qui s'écroule. En plus, c'était juste pile 1 an après le décès de Grégory Lemarchal. Donc, effectivement, ça faisait beaucoup écho à ce moment-là, ce mot-là de mucoviscidose. Et voilà. Et donc, le lendemain, quand on y est allé, bon, évidemment, ça a confirmé, puisqu'il y a très peu de chances qu'il y ait des erreurs dans ce diagnostic. Et moi, ma réaction première, ça a été de m'effondrer pendant quelques jours, mais je savais que j'avais besoin de tout vider, mais qu'après, ça repartirait vraiment, quoi, pour pouvoir être combatif. Et avec son papa, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bah voilà, la vie, elle est comme ça, donc maintenant, il va juste falloir qu'elle soit un peu plus belle. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, Sonia, Solane est bien partie pour être le futur gardien de l'équipe de France.
Bon, la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles. Plus sérieusement, comment vous l'accompagnez aujourd'hui, votre fils, dans son quotidien, dans ses plans de carrière, dans ses rêves, et aussi peut-être pourquoi pas dans ses interrogations, dans ses peurs? Alors, il y a vraiment, c'est très variable suivant les périodes en fait. Parce que, alors que ce soit au niveau en tant que parent ou en tant qu'enfant, on sent qu'il y a des demandes ou des besoins enfin, qui changent suivant les âges. Il y a des moments où il n'a pas forcément trop envie d'entendre parler de ça tout le temps ou que ce soit le centre. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir prendre un peu de distance et le laisser un peu faire, le laisser un peu plus gérer ses rendez-vous, par exemple, en fonction de son planning, des choses comme ça. Parfois, il faut être un peu plus présent. C'est pas toujours évident d'être synchronisé justement sur les attentes. Donc, je pense qu'on fait pas toujours tout bien. Mais voilà, on essaye de faire comme on peut. Et dans ses rêves, alors c'est vrai que sur le sport, c'est moins mon domaine que celui de son papa ou celui de son frère. Mais évidemment qu'il sait que je le soutiens. Et voilà, et que je pense, Futur gardien de l'équipe de France. Je lui ai mis un peu la pression. Vous savez que vous allez le faire, le zap. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, mais je pense que ça va être énorme. C'est-à-dire qu'on va teaser dès maintenant, jusqu'à la fin du mois de juin, les zaps, le fameux zapping avec Loïc Landreau, parce que c'est quand même mirifique. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Je suis content quand même. C'est phénoménal. Merci en tout cas. C'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain. Est-ce que vous serez là demain? Je serai là demain. Je serai là même vendredi, figurez-vous. On ne se quitte plus. Non, cette semaine, c'est fou. Oui. Canal 247 sur la Freebox pour nous retrouver. SchoolTV.com, bien entendu. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. À la réalisation, c'était Mani Pézèche. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, c'est Colline Hamel. À la rédaction, Agathe Delannoy et Emma Guessel. Merci à toute l'équipe de School TV et on se retrouve demain. Ciao.